Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 1084 intitulé Tentative d'assassinat sur un dragon céleste. Nous vivons une période absolument extraordinaire dans One Piece et qui s'apprête peu à peu à nous révéler l'histoire du siècle oublié. Nous découvrons enfin le certain incident sans précédent qu'allait causer la légendaire flotte au chapeau de paille puisque Sai et Leo se révèlent être les assassins de San Carlos. Mais c'est la fin de ce chapitre qui va causer une onde de choc dans la communauté. Cobra se tient enfin face au Gorosei et révèle le nom de la première reine d'Alabasta, Nefertari Lili, ce qui marque l'entrée en scène d'un personnage inattendu, la puissante Im-sama, qui prend place sur le trône sous les yeux ébahis du roi d'Alabasta. Comme vous pouvez vous en douter, cette review risque d'être très longue car beaucoup de choses à théoriser et à étudier. Alors avant de commencer, je vous invite à exploser les likes pour célébrer ce chapitre d'exception, mettre un petit cœur de soutien en commentaire et pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous en remercie et débutons dès à présent la review de ce chapitre légendaire. De retour à l'intérieur du château Pangea, on retrouve Sabo qui tente de mettre la main sur les clés du collier des esclaves. Au cours de sa recherche, il rencontre Bonnie qui, sans perdre un instant, lui révèle qu'elle est la fille de Kuma et s'allie à lui pour le libérer. Ici, c'est précisément le scénario que je vous avais présenté dans ma dernière review. Toutefois, il faut prendre en compte que Bonnie était simultanément présente au même endroit que Sabo et Kuma. Il est donc plausible que cette dernière ait révélé à Sabo qu'elle était la fille de Kuma et qu'ils aient collaboré pour le libérer. Ainsi, après avoir accompli leur mission avec succès, Sabo confie à Karazu via son corbeau les clés pour libérer Kuma. On peut noter cependant que le corbeau semble être apparu directement du gant de Sabo, ce qui implique que ces derniers ont pu être fabriqués à partir du fruit de la suite de Karazu. Ce qui explique comment l'empereur des flammes pouvait si vite appeler une nuée de corbeaux lorsqu'il se déplaçait sur Marie-Joise. Outre ce détail, la séparation se fait rapidement puisque Bonnie exprime son désir de vouloir se rendre sur Egghead pour tenter de trouver le moyen de restaurer l'esprit de son père. Rejoignant ainsi les événements initiaux du chapitre 1060 où Bonnie apparaît pour la première fois sur l'île scientifique et où se déroule en parallèle la révélation par Sabo que le trône vide ne l'était pas. Cette scène sera donc probablement celle qui succédera à leur séparation, d'autant qu'à ce moment précis, Sabo va surprendre une conversation des plus étranges. Des gardes disparaîtraient subitement après qu'ils aient vu la légendaire chambre fantôme. Et c'est ce mystère qui a probablement conduit l'empereur des flammes à trouver Im sur le trône. Cependant, il reste encore à déterminer quelle est cette énigmatique pièce dissimulée dans Pangea. Serait-ce la chambre fleurie où Im réside, ou bien la pièce gelée où le chapeau est entreposé? Ou s'agirait-il d'un endroit qui ne nous a encore jamais été révélé? Le terme important à noter est celui de fantôme, qui peut d'ailleurs se traduire de différentes manières en japonais pour symboliser l'illusion et le rêve. C'est pourquoi il est possible que cela soit lié au pouvoir d'Im qui cadre parfaitement avec le concept autour de ce personnage. En effet, le gouvernement a mentionné une grande purge, un effacement et l'extinction d'une lumière. Tandis que sur Lulusia, il a été question d'un effacement total jusqu'à ordonner à la marine d'oublier l'existence même de ce pays. De ce fait, la mystérieuse disparition des gardes pourrait être due au fait que ces derniers aient croisé par mégarde la route d'Im. En pénétrant soit dans la chambre fleurie, soit dans la chambre froide, ils n'auraient alors jamais pu retrouver le chemin du retour. Et ce détail mêlant Im à l'illusion est pour moi extrêmement important, puisqu'il y a 4 ans, c'était précisément ce lien que j'établissais entre le papillon et les yeux en spirale. La deuxième chose est qu'Imu possédait un détail particulier, celui d'un papillon. Le papillon peut également être lié au rêve, à travers plusieurs légendes comme celle nommée le rêve du papillon, grâce au pouvoir de l'illusion et de la lune, permettant d'obtenir un état hypnotique ou de sommeil. Pour le sommeil, le premier personnage pouvant être soumis à une malédiction et associé à ça se trouve être Cavendish. En effet, celui-ci éveille sa seconde personnalité lorsqu'il s'endort. Quant à Hypnos, nous pouvons le relier à Zunesha à travers le fait que celui-ci ait été frappé par une malédiction, lui donnant l'ordre de marcher éternellement. Et ces deux personnages ont bel et bien un point commun, celui des yeux en spirale. De cette façon, si Im détenait ce pouvoir, alors aurait-elle les mêmes capacités que le fruit du démon de Sugar, qui transformerait ainsi les gens non pas en jouets, mais bien en papillons, remplissant ainsi sa chambre fleurie de ces insectes féeriques. D'autant que le pouvoir de Sugar ne se limite pas seulement à les métamorphoser en marionnettes, il efface également toute trace de leur existence. De la même manière que le gouvernement cherchait à faire oublier Lulusia, qui peut justement se traduire par illusion, ou l'histoire
de l'ancien royaume, aussi appelé le siècle oublié. Et le fait de relier Sugar à Im m'a fait une nouvelle fois me demander si cette dernière ne serait pas une enfant. Car comme on peut le voir dans ce chapitre, sa taille paraît effectivement très petite. Et sa manière de pénétrer en plein milieu de la réunion entre le Gorosei et Cobra semble très impertinente, telle que le ferait une petite fille désobéissante ne tenant pas compte des consignes qui lui ont été données. Si cette dernière a reçu l'opération de jouvence, alors il est tout à fait envisageable qu'elle n'ait jamais grandi. De l'autre, comme me l'a fait remarquer Goji, les individus vieillissants ont tendance à perdre de leur taille, comme c'est le cas pour Hyogoro ou encore Shinobu. Dans un cas comme dans l'autre, le fait qu'elle ait une petite taille nous ramène au chapitre 906, lorsque Im se trouve dans la chambre froide et que le chapeau de paille gigantesque est révélé. Ici, cela impliquerait que ce chapeau n'était pas vraiment surdimensionné, mais plutôt que Im était très petite. Cependant, ce n'est pas le seul élément que j'ai remarqué. Jusqu'à présent, j'ai toujours prêté un intérêt plus grand au chapeau qu'à l'environnement où il se trouvait. Pourtant, plusieurs alcôves sont présentes dans la pièce. Im se rend vers celle qui renferme le chapeau de paille, ce qui nous amenait à penser qu'il s'agissait du trésor de Marie-Joise. Or, je n'avais pas envisagé qu'il puisse s'agir simplement de l'objet correspondant parfaitement à la prime qu'elle tient entre ses mains, à savoir celle de Luffy, dont le symbole est précisément son chapeau de paille. Il est donc légitime de se demander si finalement chacune de ces niches ne renfermerait pas un objet symbolique lié à chaque prime qu'Im détient, comme le taiyaki que porte Shirahoshi ou les 3 crânes qui symbolisent Barbe Noire. Je sais pas encore à quoi sert cette chambre froide ni pourquoi Im entrepose des objets appartenant à ses cibles, mais je pense que cela est forcément lié à ce qu'a pu dire Doflamingo qui indiquait qu'il serait grand temps que la lumière soit faite car le pouvoir a tendance à vite pourrir. Ce même Doflamingo qui a connaissance du trésor de Marie-Joise sur lequel il tente de mettre la main et dont le nom est inspiré du fameux roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte qui raconte l'histoire d'un homme vivant dans une complète illusion. Cette chambre des illusions ou fantôme selon les traductions serait peut-être alors le véritable pouvoir de ce trésor antique. En tout cas, la découverte de Sabo concernant l'existence de cette salle secrète va être la clé qui le mènera à découvrir Im sur le trône vacant et le corps de Cobra. Garde également à l'esprit qu'après cette découverte, Sabo s'est dirigé droit vers l'Eulusia et a réussi à protéger une partie du peuple, comme s'il avait entendu que la lumière que souhaitait éteindre Im était ce royaume. Cette chambre des illusions est une nouvelle énigme qui s'ajoute à de nombreuses autres et peut expliquer pourquoi Sabo n'a pas rejoint les révolutionnaires et a préféré rester sur Marie-Joise. Après les aventures du second des révolutionnaires, c'est vers les dragons célestes qu'on se dirige, avec la révélation sur la tentative d'assassinat de San Carlos. Tandis que les rois se tiennent à la table de la rêverie, San Carlos, accompagné de son père, sont de retour, et ont l'intention ferme de capturer Shirahoshi. Au centre de cette scène, les partisans des monarques observent sans agir et prennent la fuite pour éviter d'être impliqués. Parmi eux, on peut identifier les enfants de Furari et de Jeep qui avaient sollicité au début de cette rêverie la main de Shirahoshi. Ces lâches prennent donc la fuite, mais vont être stoppés par l'arrivée du frère aîné de la princesse, qui, fou de rage, est fermement décidé à régler son compte à San Carlos et partir rapidement de ce lieu déplorable. Par chance, Sai, Leo et Moshgard interviennent pour protéger la princesse et accomplir ce que les princes ne sont pas autorisés à faire, frapper un dragon céleste. Car les pirates n'ont aucun pays à eux et s'échapper sera donc plus facile. Sai et Leo vont donc sans hésitation attaquer San Carlos et le pulvériser en un seul coup sous les yeux ébahis de la foule. Les révolutionnaires s'enfuient et Sai et Leo sont déclarés comme officiellement assassins d'un dragon céleste. Nous connaissons donc enfin les noms de ceux qui ont tenté de tuer San Carlos, et ce n'était donc pas Bonnie comme je le pensais. Je me suis totalement plantée, et avec ce chapitre, il est vrai que ça a du sens que ce soit lié à la capture de Shirahoshi et non de Kuma, puisque dans le précédent chapitre, Carlos disait vouloir récupérer la princesse géante à tout prix, tandis que Vivi appuyait le fait que le dragon céleste allait revenir à la charge. Sans compter l'indice de Moshgard qui avait protégé l'assassin, tout en sachant qu'il avait une dette envers la famille du royaume Ryu. Alors quoi de mieux que de vouloir intervenir dans l'enlèvement de Shirahoshi et protéger celui qui frappait San Carlos. Mais j'ai quand même voulu m'entêter avec Bonnie pour sa quête de vengeance contre cette famille qui avait maintenu son père en esclavage. Oda avait pourtant mis des indices qui allaient davantage dans le sens du sauvetage de Shirahoshi, donc c'est clairement une erreur d'analyse de ma part d'avoir fait obstacle à ces indices. En tout cas, Sai et Leo sont donc ceux à l'origine de la tentative d'assassinat de San Carlos, ce qui devient intéressant puisque ces deux hommes sont bel et bien
devient membre de la grande flotte de Luffy. Et souvenez-vous qu'à la fin de Dressrosa, ils avaient été annoncé que les subordonnés de Luffy causeront un certain incident sans précédent. Aujourd'hui, c'est précisément ce qui se produit en ayant tenté d'assassiner un dragon céleste. Bien que Bartholoméo ait déjà suscité la controverse en brûlant le drapeau de Shanks sur son territoire pour le remplacer par celui de Luffy, Sai et Leo vont désormais être considérés comme les ennemis les plus recherchés par le gouvernement. Le narrateur n'avait donc pas menti en affirmant que la réputation de cette grande flotte ne cessera de croître au fil des jours. Et si nous avons aujourd'hui des nouvelles de ces trois personnages, alors doutez-vous que nous aurons prochainement les événements de tous les autres. On sait déjà qu'Harujin a réussi à ramener Dory et Brogy sur l'île d'Elbaf dans le but de reformer l'ancien équipage des géants, cette même race étroitement liée à l'empereur Shanks le Roux. Reste à connaître les prochains bouleversements que causeront le reste des membres. Il est évident que si certains membres ont fait leur réapparition dans les chapitres récents, le reste de la flotte suivra inévitablement et aura un rapport direct avec les événements actuels. Si Sai et Leo sont liés à la rêverie, Harujin du côté de Shanks, alors les membres restants seront développés au travers de la ruche, Winter Island, Cross Guild et Egghead puisque ce sont les événements parallèles restants. Bellamy pourrait être celui qui accueillera Law et Beppo qui ont fui Winter Island après leur défaite face à Teach. Peut-être leur fournira-t-il un Jolly Roger pour se remettre en route et réunir de nouveau les Hurt. En ce qui concerne Orlangus, étant donné qu'il dispose de la plus grande flotte, il devrait davantage se rendre sur Egghead pour affronter les 100 vaisseaux qui s'apprêtent à attaquer Luffy. Quant à Cavendish, il pourrait se lier à Vivi du fait qu'il soit à l'origine des informations données à Morgans lors de la fin de la guerre de Dressrosa. Les hypothèses sont donc multiples et j'attends avec impatience de voir les prochaines initiatives de cette flotte au chapeau de paille, qui agit avec la même audace que leur capitaine pour ébranler le monde. Nous atteignons enfin les dernières pages de ce chapitre tant attendu qui révèle des informations inédites sur l'histoire du siècle oublié. En effet, Cobra se tient bel et bien dans la salle du trône pour faire face au Gorosei et est bien décidé à connaître la vérité sur la lignée des Nefertari. Nous apprenons ainsi qu'il y a 8 siècles, le souverain régnant sur le royaume d'Alabasta n'était pas un homme mais une femme nommée Nefertari Lily. Bien que son nom ait été immortalisé comme l'un des 20 fondateurs, cette dernière a refusé de prêter serment face au trône et ainsi décliné le titre de dragon céleste pour retourner à son pays, ce qui rejoint parfaitement les dires du Gorosei au chapitre 908. Dès lors, il semble que l'histoire de cette souveraine ait été complètement effacée de l'histoire. Malgré les recherches minutieuses menées par Cobra dans les archives anciennes de son royaume, tous les récits connus qui arborent la période qui suit le siècle oublié ont un point commun. Le nom de la reine n'y figure jamais. Il semblerait que Lily n'ait jamais regagné sa demeure à Alabasta et c'est à son frère qu'a été confiée la responsabilité de gouverner le pays. De la même manière que le siècle oublié, Lily s'est évaporée après cet incident sans qu'on ne puisse déterminer son sort ni les raisons de sa disparition. Alors, qu'a-t-il bien pu advenir de la reine Nefertari? Cobra est tout autant déterminé que Clover à connaître le secret de l'histoire antique. Une courte lettre a été rédigée par la reine et a été transmise d'une génération à l'autre. Ainsi, il posera cette question cruciale. Quelle est la signification de la lettre Di? Mais avant que nous puissions connaître son contenu et le lien qui pouvait exister avec les Di, des bruits de pas résonnent dans la salle. Im-sama a fait son apparition, prenant place sur le trône vacant, laissant un Cobra sans voix. Elle prononce ainsi ces simples mots « Lily ». Et c'est sur cette page dantesque que ce chapitre se conclut. Ça y est, nous y sommes, il me révèle pour la première fois son existence à une personne en dehors du cercle du gouvernement. Et il n'est donc pas étonnant que Cobra soit mort après cette réunion. L'histoire de l'ancien royaume se dévoile peu à peu avec l'origine de ceux ayant vécu durant ce siècle oublié. Le mystère entourant les Di est à nouveau mentionné, tandis qu'Im prend la parole pour la toute première fois dans l'œuvre. Nous n'avons jamais été aussi proches du One Piece qu'avec ces derniers chapitres. Et c'est pourquoi il va falloir analyser minutieusement les informations qui nous ont été révélées aujourd'hui. La première question est évidemment qui est cette grande reine Lily Nefertari? Quels sont les motifs qui l'ont incité à accepter l'alliance des 19 fondateurs pour détruire l'ancien royaume décrit comme pacifiste? Pourquoi avoir refusé de résider sur la Terre Sainte et devenir un dragon céleste? Qu'est-elle devenue et pourquoi n'est-elle pas rentrée dans son pays? Quelle était cette lettre adressée à sa lignée future et qui pourrait faire mention des Di? Enfin, la vraie question est, quel lien entretenait-elle avec Im et s'agit-il bien de la même personne? Débutons
Débutons par celle qui vous brûle les lèvres et dont beaucoup de lecteurs pensent qu'il n'y a aucun doute à ce que Im soit bien Lily. En effet, le fait que la reine d'Alabasta soit mentionnée dans ce chapitre au même instant qu'apparaît Im ne semble pas être qu'une simple coïncidence. D'autant que les premières paroles d'Im suggèrent qu'elle connaît bien cette reine, même si celle-ci remonte à 800 ans, comme si ce nom résonnait dans son esprit, ce même nom que porte Vivi et dont Im tenait la photo. Était-ce celui d'une connaissance ou bien le sien dans un lointain passé? Le second argument concerne les armes des 19 fondateurs qui ont prêté serment de ne jamais s'asseoir sur le trône vide. Or, la seule ayant rompu ce pacte fut Néfertari, puisqu'elle a refusé de rejoindre Marie-Joise. Pourtant, une épée est clairement visible dans la chambre fleurie aux côtés d'Im, dont la lame fut plantée sur la photo de Poséidon, ce qui suggère que cette épée pourrait être la 20e ayant appartenu à Lily et qui aurait dû se trouver devant le trône vacant. Le fait qu'elle ait subitement disparu après la formation du gouvernement suggère qu'elle aurait eu cette ambition de prendre le trône en tant qu'Im dès le début de la guerre contre l'ancien royaume, expliquant ainsi son refus de prêter serment. Enfin, je pourrais ajouter un troisième argument, celui qui concerne l'aspect d'Im. Inspiré de l'Égypte, le pays de référence d'Alabasta, où l'on trouve dans le tombeau Néfertari la scène de la pesée du cœur telle qu'elle apparaît dans le livre des morts. En étudiant ce livre, j'ai découvert l'existence d'un dieu appelé Medjed. Comme vous pouvez le voir, son physique n'est pas sans rappeler celui d'Im Sama, mais c'est sa description qui est encore plus intéressante. Il est décrit comme fantomatique, ce qui fait écho à la chambre fantôme mentionnée par les gardes en début de chapitre, lançant des rayons de lumière de son œil, mais qui lui-même est invisible, ce qui forcément n'est pas sans rappeler l'œil d'Im apparaissant durant l'attaque sur Lulusia où des rayons laser détruisent l'île. Ainsi, ce sont donc les trois principaux arguments qui peuvent suggérer qu'Im soit Lily. Mais même si je sais que bon nombre d'entre vous sont convaincus de cette théorie, les contre-arguments qui vont suivre sont pour moi déterminants pour démontrer qu'Im n'est pas Lily. Au chapitre 908, le Gorosei lui-même affirmait que la reine Lily avait rejoint son pays et considérait la famille Néfertari comme des traîtres. Pourtant, ils étaient seuls et à l'abri des regards. Pourquoi aurait-il dit ça alors qu'ils étaient conscients qu'Im était Lily et qu'en outre, cette dernière semblait les surveiller attentivement comme on l'a observé avec le Denden Mushi. Compte tenu de l'estime qu'il lui porte et de leur réaction lorsque Cobra évoque le nom de son ex-souveraine, cela n'aurait tout simplement aucun sens. Et j'imagine mal Oda tenter d'induire en erreur ses lecteurs avec ce genre de détails. D'autant que la lignée des Néfertari a toujours été décrite depuis 800 ans comme de bons rois, exactement comme l'a été la dynastie Riku. Pourquoi Lily devrait-elle être différente? Surtout si l'on considère qu'elle est celle qui a veillé à faire protéger le poneglyphe, révélant l'emplacement de l'arme destructrice au fil des générations qui ont suivi. Alors que le gouvernement a envoyé l'unité secrète du CP9 pour récupérer les plans de Pluton. On peut se demander pourquoi si Im était réellement Lily, elle n'a pas pu obtenir ou même détruire ce poneglyphe. Quant à l'épée qui se trouve à ses côtés, rien n'indique qu'il s'agisse bien celle de Lily. Cobra prétend que son ancêtre n'a pas prêté serment devant le trône, car elle aurait refusé de vivre sur la terre sacrée. C'est du moins sa conclusion. Mais si cette reine était pacifiste comme l'ont été les membres de sa dynastie pendant 800 ans, elle aurait pu tout à fait prêter serment tout en refusant de vivre sur la terre divine. De cette manière, il est possible que l'épée manquante soit celle d'un des 19 hôtes fondateurs qui aurait retiré sa lame après avoir pris la place sur le trône en tant qu'Im. Reste à élucider les mystères entourant le fait qu'Im avait en sa possession la photo de Vivi et a prononcé le nom de Lily face à Cobra. Et bien ici, je pense simplement que Lily était la toute première arme antique Pluton, mais également la première impératrice d'Amazon Lily. C'est pourquoi Im tenait la photo de Vivi qu'elle considérait comme l'héritière de cette arme antique. On va donc passer ici à la partie théorique de cette vidéo. Débutons déjà par l'idée que Lily ait été la première impératrice d'Amazon Lily, ce qui expliquerait les raisons de sa disparition après l'événement du siècle oublié. Il est mentionné qu'après l'alliance des 20 royaumes, cette souveraine n'a pas réussi à retourner dans son pays comme elle l'avait prévu, mais a mystérieusement disparu sans qu'aucun document historique ne fasse état de sa présence. On pourrait supposer qu'elle ait été assassinée par le gouvernement car elle en savait trop, mais moi je pense au contraire qu'elle est parvenue à s'enfuir et se réfugier dans un endroit secret et inaccessible à quiconque, l'île d'Amazon Lily. Outre le fait que cette île porte littéralement le nom de cette reine, nombreux indices suggèrent qu'elle pourrait être la première impératrice des Amazones. Et c'était d'ailleurs justement l'une de mes théories il y a 3 ans, reliant les Néfertari à cette île des femmes et à Pluton. 2 indices étranges me sont apparus. Le nom de famille de la princesse du pays des sables était Néfertari.
Il prend son origine de l'Égypte antique avec la grande épouse du roi Ramsès II surnommée la plus belle femme de toutes. De l'autre, Vivi semblait porter l'attribut du pan avec son arme défensive, le Kujaki Slasher. Kuja signifiant littéralement pan. Ces deux indices m'ont alors conduite à deux terres ancestrales. Sous une architecture chinoise, on y retrouve en premier lieu Amazon Lily. Ainsi, la légende de cette île me permettait de réunir plusieurs points essentiels à Pluton. Le titre de plus belle femme, le terme Kuja traduit en japonais par pan, et enfin, l'emblème prédominant du serpent à travers la statue de l'île, le mythe des gorgognes ou encore les objets aux mains de ses guerrières. Amazon Lily semblait donc être le point culminant pour loger la reine de pique de ce jeu de cartes. À cette époque, je faisais déjà donc le lien entre Amazon Lily et la lignée des Néfertari. Aujourd'hui, une preuve supplémentaire s'ajoute à cette hypothèse, car toutes les femmes résidant sur l'île portent un nom de fleur et non un nom d'oiseau comme Oda a coutume de donner à ses personnages féminins. Et la dynastie Néfertari ont justement un nom de fleur, et plus précisément Lily, qui symbolise la fleur de lys. Quant à Amazon Lily, elle se traduit Eucharis amazonica, ou plus communément appelée l'étoile de Bethléem. Cette étoile est le symbole de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, soit les deux qualités associées aux impératrices de cette île et qui sont touchées par une maladie appelée l'ouragan de l'amour. Enfin, le dernier détail peut sembler insignifiant, mais j'ai tout de même trouvé intéressant qu'Oda ait choisi Cambelt, soit la ceinture calme, pour loger Amazon Lily, car l'histoire de la reine des Amazones est connue au travers le récit des 12 travaux d'Héraclès qui dut s'emparer de la ceinture de l'impératrice. Et si je vous dis ça, c'est principalement car comme nous l'ont indiqué Gloriosa et Shaki, bien avant que la science de Vegapunk apparaisse et crée des coques en granit marin pour les navires de la marine, Amazon Lily était protégée des envahisseurs. C'est la raison pour laquelle l'île des femmes aurait été idéale pour que la reine Néfertari s'y cache afin qu'elle ne puisse pas être retrouvée ni atteinte. Mais comment aurait-elle pu, à cette époque et seule, réussir à traverser Cambelt sans être attaquée par tous les monstres marins grouillant dans cette mer ? C'est ici qu'entre en compte son lien avec le serpent et le fait qu'elle puisse être la reine gouvernant l'arme antique Pluton. Comme j'ai pu vous l'expliquer par le passé, chaque arme antique s'associait à une thématique bien précise. Dans la mythologie, Poséidon est le dieu des océans. Ainsi, Oda donna à son arme antique la thématique océanique avec une princesse sirène vivant au fond des mers, ayant pour père Neptune et pouvant contrôler les rois des mers de gigantesques poissons. Ici, la thématique de l'eau est donc parfaitement respectée. C'est pourquoi si l'arme antique Pluton possédait une reine et un roi, il se devait de respecter les mêmes caractéristiques. Pluton étant le dieu des enfers, sa thématique devait s'associer au monde souterrain. Ainsi sa reine devait s'incarner sous les traits d'une démone et son animal totem devait être le serpent, roi des enfers. C'est pourquoi j'avais donné le nom de Yamato comme potentiel Pluton. Or, durant l'Ancien Royaume, les armes antiques étaient déjà éveillées. Poséidon existait sous les traits d'une sirène, mais n'était pas Shirahoshi. C'est pourquoi il a pu exister également une reine Pluton des temps anciens, et qui devait respecter, comme pour Poséidon, les caractéristiques qu'il associait aux enfers. Forcément, lorsque le nom de Lily a été révélé, quelle meilleure comparaison aurais-je pu faire que celle avec la démone Lilith ? Si je connais bien ce mythe, ce n'est pas grâce à ce chapitre, ni même à Lilith, la satellite de Vegapunk, mais bien parce qu'il y a 3 ans, j'avais écrit une théorie entière selon laquelle Im serait cette démone. Au départ, il s'agissait d'une théorie qui devait être incluse dans ma vidéo sur le jeu de cartes et la reine Pluton. Cependant, je l'ai volontairement retirée. Vous n'avez ainsi jamais pu la découvrir, et ceci pour une bonne raison. Car même si de nombreux points collaient au fait que Lily soit Im, j'avais trouvé des contre-arguments qui suggérait davantage qu'elle soit un dieu céleste et non infernal comme le serait Pluton. Sans compter que Yamato est apparu et que ce personnage collait en tout point à cette arme antique. Aujourd'hui, et avec les différentes théories que j'ai pu élaborer avec le temps, et plus spécifiquement depuis l'apparition de G. Garcia Saturne, je me suis aperçu qu'Im semblait correspondre davantage à un pouvoir céleste. En effet, la thématique biblique entourant Marie-Joise désigne d'ores et déjà Im comme le dieu suprême des cieux et non comme une entité des enfers. Elle habite la terre qui, il y a 800 ans, se nommait le royaume de Dieu, habité par les séraphins. Les dragons célestes portent aujourd'hui le préfixe de saint, mais surtout, Im peut se traduire « je suis ». Dans la Bible, lorsque Moïse demande à Dieu comment doit-il le nommer, Dieu répondit « tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous ». Mais surtout, lorsque Doflamingo est emprisonné à Impel Down, ce dernier prononce une phrase très particulière. Il serait pourtant grand temps que la lumière soit faite. Or,
dans la Bible, il s'agit précisément de la Genèse quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette notion de lumière semble être un élément prépondérant dans le pouvoir d'Ym. Au chapitre 908, le Gorosei lui demande quelle autre lumière a-t-elle décidé d'effacer de l'histoire. Tandis que sur Lulusia, l'attaque produite sur l'île est clairement marquée par des faisceaux lumineux. Ym semble donc bel et bien lié à une puissance divine. Et la seule arme antique connue pour posséder une telle puissance est justement Uranus. C'est pourquoi aujourd'hui nous pourrions imaginer qu'Ym soit lié d'une manière ou d'une autre à cette arme millénaire. D'autant que récemment, nous avons découvert le nom d'un des membres du Gorosei, Sanjay Garcia Saturne. Suite à cette découverte, j'avais élaboré une hypothèse selon laquelle les 5 doyens représenteraient les 5 empereurs chinois, également appelés les 5 rois dragons, qui étaient la représentation du dieu Tian sur Terre. Et ce dieu était pour moi l'incarnation d'Im-sama. Dans le taoïsme, Tian signifie ciel et représente la dimension céleste de l'univers. Il était à l'origine l'étoile Draco, également appelée l'étoile polaire, puis devint par la suite la divinité céleste suprême, symbolisant l'ordre cosmique régnant sur les dieux inférieurs et les êtres humains. De cette manière, il m'apparaît comme la représentation suprême du dieu du ciel, tandis que le Gorosei représente les 5 dragons qui l'accompagnent. Ces détails sont importants car dans ma théorie des cartes, je vous disais que l'animal royal associé à l'arme antique Uranus était le roi dragon à l'image de Poséidon et ses rois des mers. Ainsi, Ym et le Gorosei seraient la parfaite incarnation de cette arme antique. Pourtant, même si tout correspond, je ne pense toujours pas qu'Ym soit Uranus, mais davantage qu'elle incarne l'entité céleste supérieure, celle du dieu éther. En effet, Ym est bel et bien associé à la lumière et à un dieu supérieur à tous. Je comprends donc pas pourquoi si Ym est considéré comme le roi du monde, l'entité supérieure à toutes, elle se mettrait au même niveau qu'une arme antique comme Poséidon, alias Shirahoshi. Et quand on étudie le mythe d'éther, sa description paraît beaucoup plus avantageuse pour Ym que celle d'Uranus. Dans la mythologie grecque, Éther est le père d'Uranus. Alors que sa progéniture représente le défunt firmament, Éther incarne la fraction céleste supérieure, l'espace le plus éclatant, résidence des grands dieux. Il personnifie l'air supérieur que seuls les dieux respirent, en contraste avec l'air ordinaire inhalé par les humains. Ce qui n'est pas sans rappeler ce que disait Uktye au chapitre 497. L'éther est par ailleurs l'élément qui compose le feu, l'air, l'eau, la terre, le métal ou le bois, soit les 5 éléments représentés par le Gorosei à travers les rois dragons. C'est pourquoi j'arrive pas à comprendre pourquoi Ym serait réduite à un dieu inférieur et non à celui de l'éther qui incarne la lumière et le cosmos dans son ensemble. En bref, comme vous pouvez le voir, Ym est pour moi l'incarnation parfaite d'un dieu du ciel, comme Uranus et Éther, et non comme Pluton, une arme antique liée aux enfers. Ce qui nous ramène à Lili Nefertari, qui, elle, rassemble justement toutes les caractéristiques de cette arme démoniaque. Comme je l'ai dit il y a 3 ans, l'histoire de la démone Lilith m'avait conduite à penser qu'elle pourrait être Ym et par extension Pluton. Or aujourd'hui, la révélation sur la reine Nefertari s'associe parfaitement aux éléments que j'avais rassemblés à cette époque sur la démone Lilith. Née de légendes mésopotamiennes et d'écrits hébraïques, elle est souvent décrite comme une figure insoumise et indépendante qui refuse de se soumettre à l'autorité divine. C'est pourquoi elle est considérée comme un démon ou un esprit féminin associé à la sexualité et à la rébellion. Ce qui correspond parfaitement au caractère de la reine Nefertari qui s'opposa aux 19 royaumes pour cohabiter sur Marie-Joise. Et cela est d'autant plus vrai si elle est effectivement la première impératrice d'Amazon-Lily. Cette île célèbre pour la beauté exceptionnelle de leur impératrice, tandis que les Amazones sont connues pour leur rébellion. Lilith est ensuite décrite comme étant la souveraine des enfers et se présente sous la forme d'une lamia, un démon mythique qui prend la forme d'un serpent pour assassiner les femmes qui l'entourent. Selon certaines versions, Lilith aurait pris l'apparence du serpent et aurait ainsi causé la chute d'Adam et Ève. La notion de reine des enfers est importante puisque le nom de l'arme antique Pluton dérive du dieu romain, aussi appelé le dieu des enfers. Quant au serpent, il était l'animal du monde souterrain que j'associais au roi de cette arme antique, à l'image des rois des mers pour Poséidon. Et le serpent est justement l'animal qui s'associe parfaitement à Lili Nefertari. De par sa dynastie avec le roi
Cobra avec les fresques du tombeau Néfertari et à travers Amazon Lily où trône une immense statue à tête de serpent tandis que ses habitantes portent tout l'emblème de ce reptile. C'est d'ailleurs ce même animal qui permet à Boa de traverser Campbelt sans être attaqué par les monstres marins, ce qui expliquerait comment Lily a pu à l'époque bâtir l'empire d'Amazon Lily sur cette mer calme. Ainsi Néfertari Lily semble avoir toutes les caractéristiques pour être l'incarnation de Pluton d'il y a 800 ans. Mais alors pourquoi cette reine a-t-elle disparu? Et cela signifie-t-il que les fondateurs du gouvernement mondial auraient usé du pouvoir de Pluton pour vaincre l'ancien royaume? Savoir si Lily est potentiellement Pluton est certes important, mais ce qui importe le plus est de déterminer si elle est bel et bien la première reine d'Amazon Lily, car cela pourrait nous permettre de comprendre comment cette reine dont les descendants ont engendré des rois bienveillants a pu un jour vouloir détruire l'ancien royaume et s'allier à des hommes qui deviendront plus tard la race la plus redoutable que le monde ait connue. Et la raison qui aurait pu justifier ce choix serait tout simplement l'amour. En effet, Amazon Lily est connue pour une chose, toutes les impératrices de ce royaume ont été touchées par la maladie d'amour. Ce qui suggère que Lily aurait elle aussi succombé à cet envoûtement. Aveuglée, elle aurait suivi l'homme qu'elle aime dans sa folie meurtrière et destructrice de s'allier aux 19 fondateurs pour détruire l'ancien royaume. Peut-être était-ce un Don Quichotte ou une autre famille de nobles, ça je l'ignore encore. Mais comme on l'a vu avec Boa et Luffy, dès lors où l'ouragan de l'amour touche une impératrice, cette dernière est prête à tout pour réaliser les ambitions de l'homme qu'elle aime. Néanmoins, je pense que Lily a été trahie par son bien-aimé à la fin de la Grande Guerre. Ce qui explique pourquoi elle aurait refusé de prêter serment devant le trône vacant et aurait décidé de ne pas vivre à Marie-Joise. Pour expier ce péché, elle aurait quitté son pays, s'exilant sur l'île d'Amazon Lily, un lieu exclusivement réservé aux femmes et où les hommes y sont refusés. Ainsi, c'est le scénario que j'imagine et qui expliquerait comment cette reine, dont la lignée est renommée pour sa bienveillance, aurait pu être impliquée dans la destruction d'un royaume entier tout en préservant leur histoire grâce à un poneglyphe gardé dans le tombeau royal des Néfertari, alors que le gouvernement avec lequel elle s'était alliée tentait par tous les moyens de faire disparaître ce récit. Et ce scénario est d'autant plus justifié grâce à la lettre de Lily laissée à ses successeurs. Mais que pouvait-elle contenir? Dans le chapitre 202, lorsque nous découvrons pour la première fois les souterrains d'Alabasta, Cobra révèle que de génération en génération, la famille royale d'Alabasta n'a cessé de le protéger et n'a jamais été autre qu'un devoir. Plus tard, dans le chapitre 218, il indiquera à Robin savoir qu'elle avait menti, puisque cette pierre est censée tout révéler de Pluton, y compris son emplacement. Cependant, Cobra semblait ignorer qu'il se trouvait à Wano. C'est pourquoi je pense que la lettre de Lily indiquait à sa future lignée de préserver cette pierre envers et contre tout, car elle indiquait l'emplacement de l'arme antique Pluton et toute son histoire. Et qu'un beau jour, une personne, peut-être un porteur de la lettre D, viendrait et l'utiliserait pour créer une nouvelle ère et révéler l'histoire sur le monde. Un message identique à celui qu'on a pu voir au travers les Shandia avec la cloche, les hommes poissons avec le Noah ou encore les Kozuki avec l'ouverture du pays des Wa. C'est pourquoi si ce message avait pour ambition de protéger ce poneglyphe, alors il n'y a pas de sens à ce que Lily soit Im. Ces deux entités qui semblent liées il y a des siècles de cela sont peut-être sur le point de faire la lumière sur une partie de l'histoire de l'ancien royaume. Ce peuple créateur des armes antiques qui a sombré dans l'oubli pourrait avoir été alors trahi par leur propre création. Et c'est pourquoi Néfertari Lily aurait tenté de se racheter en faisant en sorte que jamais ses descendants ne fassent comme si le passé n'avait jamais existé. Et comme le dira si bien son héritier Cobra, 過去をなき者になど誰にもできはしない。アラバスタ王国よ。